magnifique, monsieur le professeur. Je suis tellement content d'être ici encore une fois avec vous. Je pense que c'est une bonne façon d'échanger des vues, d'avoir vos avis et de vous inciter de faire la recherche. Parce que je vais parler très honnêtement de ce qu'on sache, de ce qu'on sait, mais aussi des défis. Des défis à comprendre mieux, à mesurer mieux, à analyser mieux ce qui se passe. Les phénomènes de vie sont extrêmement complexes, donc on n'a jamais la réponse définitive. Ça toujours, c'est le progrès pour comprendre mieux ce qui se passe. Et donc, dans cet esprit, je veux évoquer cette partie très spécifique du rapport qui est maintenant disponible. C'est en effet le lien que vous pouvez utiliser pour télécharger le rapport complet. Il est maintenant disponible en anglais et en français, mais on travaille sur la traduction arabe aussi. Donc, on va avoir la version en arabe. Et on va continuer de parler avec nos partenaires, avec notre collègue du gouvernement et les sociétés civiles et les académiciens sur les points d'action, sur ce qui est important de faire. Donc, moi, je vais essayer de vous... on peut ouvrir la boîte noire de ce qu'on fait dans la Banque mondiale pour mesurer l'effet économique du capital humain. On sait bien que le capital humain a sa propre valeur sociétale, morale, qui est important pour le développement de chacun. Le capital humain, c'est quelque chose qui représente l'épanouissement des gens. Mais aussi, il y a une valeur ajoutée économique qui est importante. Et ça, c'est une des approches, comme monsieur le professeur a dit, c'est une des trois approches pour essayer de comprendre quelle est la valeur de ce capital. Donc, il y a dans la Banque mondiale qui a développé cette approche de richesse des nations, il y avait une grande littérature, mais puis on se focalisait pour mettre ça, pour faire cette estimation pour tous les pays dans le monde. Donc, il y a tous les pays dans le monde et il y avait trois rapports. Le premier rapport qui est à gauche, c'est le rapport de 2011. On a commencé en 2011 de mesurer la richesse des nations. Mais on a commencé par une approche qui était focalisée sur le capital productif, les biens, les équipements. Ça, c'est relativement facile à mesurer parce qu'on a des comptes macroéconomiques. Là, on a l'investissement et puis on peut accumuler l'investissement année après année. Il y a un taux de dépréciation, mais à chaque moment, on connaît la valeur de ce que représente le capital physique de la nation. Tous les routes, tous les bâtiments, tous les équipements, tout ça a une valeur économique claire qui est reflétée dans les prix et dans les comptes des nations, dans les comptes macroéconomiques des nations. Puis, il y a des ressources naturelles. Les ressources naturelles, on a l'estimation de ce qu'on a, comme les forêts, comme les pâturages, comme les mines, quelles sont les ressources là-bas, et en utilisant le prix actuel et la période pour laquelle c'est disponible, il y a des ressources renouvelables, que sont les forêts, les pâturages, les terres agricoles, mais il y a aussi les ressources non renouvelables. L'or, le fer, le charbon, le gaz, tout ça en stock qui est défini. Et donc, on peut évaluer la valeur de ces différents aspects de capital naturel en utilisant les prix actuels. Donc, le premier rapport a fait exactement ça, et puis il a fait la connexion entre la valeur de ces capitals physiques et naturels
et le niveau de PIB, le niveau des revenus de chaque pays. Et exactement comme monsieur le professeur a dit, le capital humain, c'était le résidu. Parce qu'il y avait un capital physique et naturel, il y avait le PIB, on a essayé d'estimer la fonction de production, comment les facteurs de production se traduisent dans le revenu, le output, la production, la valeur de la production, et il y avait un écart. Cet écart, c'était attribué au capital humain. Donc, c'était le rapport de 2011. 2018, on a essayé d'estimer le capital humain, mais c'était comme l'année de tradition. 2021, ça c'est le rapport le plus actuel qui a directement estimé l'apport du capital humain, la valeur du capital humain, pas comme le résidu, mais comme une part de richesse indépendante. Et je vais parler de ça en utilisant l'exemple de Mauritanie. Comment on a fait ça, comment ça marche. Donc, il y a là-bas le lien sur les données. Donc, si vous utilisez ce lien, c'est disponible à tout le monde. Vous pouvez voir toutes les données et les méthodologies détaillées qui est utilisée dans cette approche de richesse. C'est une ressource très utile parce qu'il y a aussi des publications techniques qui parlent de différents aspects, comment on fait l'estimation de ça. Et ça, pour les chercheurs, c'est vraiment une mine d'or parce qu'il y a beaucoup de choses à utiliser là-bas pour tous les pays dans le monde, y compris les pays développés. Donc ça, c'est une exception. Toujours le Banque travaille avec les pays en voie de développement. Dans ce cas-là, c'est pour tous les pays dans le monde. Comme l'indice de capital humain, on l'estime pour tous les pays dans le monde. Voilà. Comment ça marche et comment ça c'est pour le cas de Mauritanie. On voit ici en bleu foncé, c'est le capital produit. Et on voit en Mauritanie, et c'est la richesse totale en millions de dollars qui est en effet corrigée par le pouvoir d'achat. Donc ça, ce sont les dollars internationaux constants. Donc, voilà, ce sont les valeurs. On dit que toujours, pendant cette année-là, la valeur du capital produit a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des investissements. Et des investissements excèdent la dépréciation. Donc, il y a toujours l'accumulation du capital physique. Puis, il y a le capital naturel renouvelable et on voit qu'il est à peu près constant. Il y a un peu de fluctuation, mais ça, c'est en partie orange qui est constant. Puis, il y a une partie de capital naturel non renouvelable. Cela veut dire des minéraux. Et on voit ici, il n'existe presque pas en 1995, en 2000, mais en 2005, on voit l'apparition, le commencement d'exploitation des ressources naturelles qui était plus important. Et donc, ça a augmenté énormément dans 5 ans. Il y avait vraiment un boom d'exploitation des ressources naturelles et il y avait aussi un boom sur les marchés internationaux. Il y avait le flambeau des prix pour les produits primaires et ça s'est traduit dans la valeur augmentée très rapidement de ce qu'on a sous-sol. Tous les richesses, tous les biens qu'on a découverts sous-sol ont effectivement subi une appréciation très rapide. Mais après ça, il y avait un tombe de prix et ça s'est traduit dans la diminution de cette partie. Donc, il est diminué en 2015 et puis en 2018. Mais à 2018, elle est
en effet un peu plus grande qu'elle était en 2005. Puis le capital humain, ça c'est la partie jaune. On voit ici qu'il a fluctué un peu, mais c'est une partie qui est assez grande. Quand on voit au début, c'est à peu près 25 milliards de richesse totale en dollars pour toute la nation. Dans le point de clôture, c'est plus de 40 milliards de dollars, dans les dollars constants. Donc, il y a une augmentation de richesse de capital humain pour la nation. On voit ici qu'il y a un peu de fluctuation. Comment on arrive à apprécier, à valoriser, à comprendre quelle est la valeur de capital humain de la nation? Ça, c'est un truc qui est décrit en détail dans ces rapports que j'ai montrés. Dans ce rapport, le dernier rapport de 2021, il y a un annexe méthodologique qui décrit ça en détail. Je vais vous donner seulement l'idée, comment ça fait. Donc, on prend l'enquête des ménages, qui est la plus récente, et on divise la population qui est employée, ceux qui sont employés dans la population, par leur âge, le tranche d'âge et leur niveau d'éducation. Donc, il y a une matrice, un tableau. Il y a les âges, il y a le niveau d'éducation. Et pour chaque partie de ce tableau, on estime quel est le revenu actuel sur le marché du travail de ceux qui travaillent, de ceux qui obtiennent le salaire ou qui sont indépendants et ils déclarent le revenu. Voilà, on a cette information de l'enquête. Mais on connaît très bien, l'enquête, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait consistante, cohérente avec les autres données. Les gens oublient des choses, les gens ne vont pas déclarer des choses, il y a toujours un écart. Un écart avec quoi? Avec les comptes macroéconomiques. Donc, dans les comptes macroéconomiques, il y a une partie de revenus de la nation qui est attribuée comme le revenu du capital et le revenu de travail. Ce sont des salaires, mais ce sont aussi les revenus des indépendants. Donc ça, c'est une estimation macroéconomique qui est faite de point de vue de balance macroéconomique. Il y a la balance entre les revenus et les dépenses et on fait figer ce balance-là et on comprend, voilà, c'est une partie de revenu annuel, de PIB annuel qui est lié aux revenus liés au travail. Et puis, on voit qu'est-ce que le revenu total qu'on a dans ce tableau qui est ressorti des données, des enquêtes et le revenu total. Il y a toujours un écart, parfois 2 fois, parfois 3 fois, les comptes macroéconomiques dont les données macroéconomiques avec les données de PIB pour chaque tranche d'âge et pour chaque niveau d'éducation. Qu'est-ce qu'on fait après? Pour chaque âge, on voit quel est le parcours, quelle est la trajectoire dans la vie. Si on prend quelqu'un qui a 30 ans, on fait l'hypothèse que cette personne va travailler jusqu'à 65. Donc, quel est le revenu total que cette personne va obtenir dans 30 années de sa vie productive? Voilà. Comment on le sait? Parce qu'on a ce tableau. On a le tableau. On a les revenus de 30 âges de quelqu'un qui est 30, mais aussi on a des revenus de quelqu'un qui est 35, qui est 40, qui est 50, qui est 60, etc. Et donc, on a ce profil dans le temps des revenus futurs. Comment on fait l'évaluation? On dit, on doit cet revenu total de la vie, on doit le mettre au terme de présent.
Et pour ça, on fait la discount. L'actualisation. L'actualisation en utilisant le taux d'intérêt unique. Et donc, c'est 10%. 10% par année, on pense que c'est vraiment le taux de discount, le taux de dépréciation qu'on a vis-à-vis des revenus futurs. Si je reçois quelque chose dans une année, pour moi, la valeur présente, c'est ces sommes-là diminuées par 10%. Parce que ce n'est pas maintenant, c'est l'année prochaine. Dans 2 années, c'est en diminuant ça par 0.1 dans le pouvoir de 2. Donc, je vais diminuer ça encore plus. Et ça fait pour toute sa vie, pour toutes ces cohortes d'âge. Donc, on a l'estimation actuelle des revenus futurs de chaque âge et de chaque niveau d'éducation. Les données primaires, les données qui vous donnent la répartition, qui vous donnent les revenus relatifs de chaque niveau d'éducation, de chaque âge, ça est ressorti de l'enquête. Donc, la qualité des données des enquêtes, même s'il y a un écart avec les données macroéconomiques, c'est primordial. C'est quelque chose qui définit tout le truc. Si on n'a pas de bonnes données, s'il y a beaucoup de problèmes là-bas, s'il n'y a pas de consistance, on a le problème avec l'estimation. Un autre point qui est très important, c'est qu'on prend comme l'estimation des futurs revenus de ce qu'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'enquête, on dit que quelqu'un qui a 50 ans a un revenu de telle façon. On prend quelqu'un qui a 30 ans et on dit dans 20 années, quand cette personne va devenir 50, il va avoir le même revenu que la personne actuelle à 50 ans. On voit maintenant le problème avec ça. Donc, on fait une hypothèse que les revenus vont être stables. Ils ne vont pas augmenter. C'est une donne qu'on doit prendre pour simplifier l'estimation. Mais si on veut faire une bonne estimation qui est consistante avec les comptes macroéconomiques et avec les projections de croissance économique à long terme, on a besoin en effet de faire cette correction. Cette correction n'est pas faite. Cette correction n'existe pas maintenant. Il peut être fait et c'est un des pistes comment on peut faire cette estimation de façon un peu plus intéressante, un peu plus dynamique, un peu plus réflectif de la stratégie du développement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a toujours le changement des cohortes à venir. Il y a les gens qui entrent avec l'éducation qui est plus élevée que celle des cohortes existantes. Il y a le changement structurel dans l'économie qui va dire que personnes vont avoir le niveau de productivité différent. Toutes ces choses-là sont des détails qui ne sont pas exploités maintenant. Donc ça, c'est une exploration grosse, mais aussi très conservative. On ne rêve pas ici. On ne fait pas des hypothèses optimistiques. On dit au moins, vous allez avoir des revenus qu'on observe maintenant. Au moins. Bien sûr, on va avoir plus. Mais au moins, c'est ça. Donc, c'est l'estimation minimale de la valeur du capital humain qui est basée sur le profil actuel des revenus par âge et par le niveau d'éducation. Voilà, je pense que c'est clair maintenant. Donc, ce qui se passe en Mauritanie, c'est qu'il y a une augmentation de capital humain à peu près de 60%, mais la population presque doublée. Donc, si vous avez l'augmentation du capital humain de toute valeur de 60% et la population doublée par tête, si vous divisez par la population, ça diminue. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est surprenant. C'est en effet l'arithmétique. Mais on doit comprendre cette arithmétique. Avant qu'on fasse ça, on va voir comment ça
ça marche, comment ça joue si on divise ça par tête. Si on divise en Mauritanie la richesse totale par la population et le changement de population. Et en effet, on voit ici que le capital physique, ça augmente toujours. Il y a toujours plus de capital physique par personne en Mauritanie, mais le capital humain, c'est une autre chose. On a commencé avec une partie beaucoup plus grande de la richesse totale et on a abouti avec une partie beaucoup plus petite. Et en cas des chiffres, voilà, c'est le tableau qui présente des chiffres en commençant, en comparant le point de départ, 95, et le départ et le point final pour lequel on a les données, 2018. Et donc, on voit ça, que le capital par tête en Mauritanie a diminué de 11 000 $ à 9 000 $. Même que la richesse totale par personne a augmenté de 16 000 $ à 18 000 $. Cette diminution de rôle du capital humain dans la richesse est reflétée dans la partie à droite, qui montre que la partie du capital humain en Mauritanie, dans les richesses de la nation, a diminué de 71% à 50%. Donc, c'est une moitié de richesse, tandis que la moitié de richesse, c'est le capital naturel et le capital physique. Est-ce que c'est différent des autres nations? Voilà, on peut dire que Mauritanie, en 1995, a commencé avec une très forte capital humain par tête. C'était en effet plus grande que dans les pays au revenu bas, et Mauritanie faisait partie du groupe des pays de haut revenu bas, était plus grande même que dans les pays avec le revenu moyen, et Mauritanie n'était pas encore le pays avec le revenu moyen. C'était plus grande que le moyen pour le continent, mais c'était moins que dans le monde, parce que le monde, dans ce cas-là, est dominé par des pays riches qui ont une richesse de nations assez grande. Mais tant que la partie de richesse nationale, c'était un des plus grands dans le monde. Donc, Mauritanie a commencé avec le capital humain comme le moteur, comme le facteur majeur de son développement. Qu'est-ce qui se passe en 2018? La partie du capital humain dans la richesse de la nation en Mauritanie est similaire à ceux des pays au revenu bas. Mais ils ont augmenté cette partie-là, tandis qu'en Mauritanie, il a diminué. Et partout dans le monde, la partie du capital humain est plus grande. Donc, 2/3 de richesse du monde entier, c'est le capital humain. Tandis qu'en Mauritanie, c'est seulement la moitié. Donc, on peut dire, oh, c'est le problème. On peut dire aussi, waouh, c'est un facteur de développement majeur qui n'est pas exploité complètement. Il y a le potentiel énorme de mettre le capital humain vraiment le moteur de développement. Voilà, une autre graphique est très importante et il démontre la position de Mauritanie qui est assez unique. Donc ici, sur l'axe horizontal, on a le niveau du capital humain par tête en 95. Sur l'axe vertical, on a le niveau de capital par tête en 2018. Il y a la diagonale. Si le pays se trouve dans le diagonal, rien n'a pas changé. La valeur de capital humain par tête est similaire en 95 et 2018. On voit ici que la plupart des pays sont au-dessus de ce diagonale.
cela veut dire que leur capital humain par tête a augmenté. Sauf 3 pays, la Mauritanie, la République du Congo et Zimbabwe. Ces 3 pays, ce sont les pays un des plus riches dans les ressources naturelles en Afrique. Donc on peut dire, quelque chose se passe. Si on est riche, on a peut-être un problème avec le capital humain, avec l'évaluation du capital humain. Et en effet, ça c'est fait pour quelques pays. Ce qu'on aussi observe, c'est les points qui sont en couleur foncée, ce sont les pays qui sont devenus les pays au revenu moyen. Ils étaient les pays au revenu bas, ils sont devenus les pays au revenu moyen. On voit aussi que Congo et Zimbabwe sont devenus les pays au revenu moyen, malgré que le capital humain par tête a diminué. Donc c'était des ressources naturelles qui étaient la source des recherches, la source du croissance économique. Donc voilà, c'est une observation qui est importante. Et on voit ici que plusieurs pays ont fait la transition sur le niveau moyen de niveau bas qui était accompagné par augmentation du capital humain. C'est un cas normal. Le cas exceptionnel, c'est le cas de Mauritanie. Et donc, il y a toute une littérature qui parle des ressources naturelles et des problèmes qui sont liés à bonne utilisation de richesses qui viennent des ressources naturelles. Il y a des problèmes de gouvernance, il y a les problèmes de ce qu'on cause, de ce qu'on nomme la maladie hollandaise. La maladie hollandaise, le terme vient de Hollande. Hollande, c'était un pays, et il reste un pays industrialisé, un pays à haut revenu, mais dans les années 60, ils ont découvert des grands dépôts de gaz naturel. Et ça est devenu vraiment un boom d'exploitation de gaz naturel. Ce qui se passait, c'est qu'on a observé que pendant cette période-là, la partie de l'industrie dans le PIB néerlandais a chuté de façon spectaculaire. Il y avait une expansion du secteur des services, surtout des secteurs qui sont peu productifs, surtout de secteurs publics. La richesse naturelle, même que les institutions en Hollande sont assez solides, sont robustes, ils n'ont pas empêché que la richesse naturelle ait été canalisée vers l'expansion du secteur d'État et vers l'économie de services. Productivité qui était plus bas que la productivité des autres secteurs. Donc on a observé le même effet qui vient de cette distorsion avec l'injection de revenus qui vient des ressources naturelles et qui devient une source qui distorte l'économie, le système de prix et l'orientation des gens, où travailler, comment travailler, quels sont les postes, etc. Donc voilà, on observe cet effet et on dit que partiellement, c'est une des explications pourquoi on voit que la valeur de productivité, la valeur du capital humain par tête a diminué. Parce qu'il y avait ce changement structurel où les secteurs à faible productivité ont augmenté comme une partie de l'emploi de la nation. Et ça, c'est un effet normal de cette richesse naturelle. On peut faire quelque chose pour renverser la situation. Une des choses qu'on fait, on tâche de stimuler plus de travail, plus d'entrée de marché de travail, plus d'emplois. On tâche de changer la répartition du capital humain entre les femmes et les hommes, en augmentant la participation des femmes. On tâche d'augmenter le niveau d'éducation du main-d'œuvre, parce que ça augmente aussi les revenus et la productivité. Il y a tous ces axes
qui sont importants du point de vue du capital humain et qui sont les leviers pour contrôler, pour diminuer les dégâts qui viennent de cet effet de maladie hollandaise. Il y a peut-être des autres explications. On peut dire, oh, peut-être c'est la démographie, parce qu'on parle ici de l'emploi, et l'emploi, ce sont les emplois dans l'âge de travail, dans l'âge productif. Peut-être quelque chose s'est passé, peut-être il y a plus de gens qui ne peuvent pas travailler, et donc ça fait en effet sur la population. Donc la structure de population peut-être a changé en faveur de ceux qui sont dépendants, qui sont trop petits pour travailler ou qui sont trop âgés pour travailler. Est-ce que c'est le cas ou non? Ça, c'est le graphique qui représente le changement de taux de dépendance démographique. Le taux de dépendance démographique, c'est la partie de population dans un tranche d'âge de travailler qui est divisée par la population totale. Donc, on voit ici que Mauritanie a commencé avec le taux de dépendance de à peu près 80%. Cela veut dire que 80% de la population n'était pas en l'âge de travailler. Il a augmenté, ce taux de dépendance a augmenté au-dessus de 80%, 90%, mais ça s'est effectué dans les années 80. Quand on parle de notre tranche de temps, de 1995 à 2018, on voit que le taux de dépendance n'a pas augmenté. Elle est stable. On constate ici que l'évolution de ce taux de dépendance est très similaire au Sénégal et très similaire aussi aux pays en Afrique. Mais elle est très différente de ce qu'on observe au Maroc et c'est très différent de ce qu'on observe à Pakistan. Ce sont les deux pays qui ont vraiment entré dans le cadre de dividendes démographiques. Mauritanie est presque là, mais il n'est pas encore entré dans cette fenêtre de vrais dividendes démographiques. Voilà, mais ce n'est pas l'explication. On n'a pas le changement structurel dans l'âge de population. Ça, c'est presque stable. Mais qu'est-ce qu'il y a des autres? L'autre, c'est l'emploi. C'est le taux d'emploi total des gens qui travaillent, qui ont dans l'âge productif. On voit la diminution assez importante de presque 7 percentage points. Donc, on va de 42% à peu près à 37%. Ça, ce sont les données de la Banque mondiale. Donc, il y a une base de données qui est disponible à tous et je vous encourage d'utiliser ça parce qu'on a ces données pour tous les pays dans le monde. Donc, une partie d'explication, comme j'ai dit, c'est les distorsions liées à un boom des ressources naturelles et la manque des actions compensantes pour diminuer l'effet négatif de cette richesse naturelle. Soudain. Le deuxième, c'est la diminution de niveau d'emploi. Le troisième, c'est la productivité. J'ai parlé déjà de la productivité. Donc voilà, ce sont les trois facteurs qui ont mené au fait que l'accumulation de capital humain traînait l'augmentation de la population. La population a augmenté plus vite que la valeur du capital humain. C'est tout. Donc, voilà, on a résolu le problème, mais il y a quand même quelque chose qui reste. Comment convertir le capital humain dans un vrai moteur de développement de croissance économique? Maintenant, il traîne les autres facteurs. Les autres facteurs prennent le leadership. Il mène
le développement économique de Mauritanie. Comment transférer le capital humain, ou transformer le capital humain dans un moteur du développement économique. Et ça, c'est une grande question que notre rapport a essayé d'élaborer de façon très préliminaire, parce qu'on manque vraiment le plan d'action, les mesures concrètes. Il y a seulement des idées assez générales. Comment on peut reverser la situation et comment on peut faire le capital humain le moteur du développement et de la croissance économique. Voilà, ça c'est le sommaire de tout ce que j'ai dit. Je ne veux pas répéter et je veux laisser un peu de temps pour vous poser des questions, pour que vous puissiez commenter ou partager votre réflexion sur ça. Merci. Merci beaucoup.